de fracas résonnaient contre la coque, l'odeur de goudron et de sang. 500 navires étirés le long des côtes anglaises, tels des griffes noires s'ancraient dans la terre d'Albion. Les chroniques de l'époque disent « Jamais les Angles n'avaient vu une armée aussi immense. 500 dracars. » Ce n'est pas un mythe, pas une légende. C'est la grande armée païenne, venue non pas pour piller mais pour conquérir. Pourquoi est-ce précisément alors, en l'an 866, que la mer a amené l'Empire viking ici, vers ses rivages froids? Et qu'est-ce qui a poussé ces hommes à quitter le nord, où la terre elle-même résonne de froid, pour un pays étranger où chaque mille sent la mort? Les historiens écrivent que tout a commencé après la mort de Ragnar Lodbrok, le légendaire konung que le roi anglo-saxon Ella avait jeté dans une fosse aux serpents. Cet acte fut l'étincelle qui alluma le bûcher de la guerre. Ses fils, Ivar le Désossé, Halfdan et Ubbe, jurèrent de se venger. C'est leur serment qui marqua le début de l'expédition que les chroniqueurs appelèrent Misselher, la Grande Armée. À cette époque, le terme « drakkar » désignait un navire long et étroit, au haut bord, orné d'une tête de dragon sculptée. Ces navires pouvaient naviguer aussi bien en mer que sur les fleuves, tels des bêtes vivantes, capables de s'agripper à n'importe quelle terre. Ces monstres de bois transportaient chacun 30 à 40 guerriers. Le poids de l'équipement d'un seul combattant, jusqu'à 30 kg, cotte de mailles, boucliers, épées, haches, provisions. Leur expédition n'était pas un simple raid, c'était une migration de force, l'invasion d'un peuple entier. Les fouilles archéologiques de Ravensworth et York le confirment. On y a trouvé des sépultures scandinaves contenant des armes, de l'argent et des amulettes de Thor. La terre est littéralement imprégnée d'histoire nordique. Et si l'on prête l'oreille, on peut entendre sous terre le battement du tambour ancien de leur marche. L'Angleterre était alors fragmentée. 4 royaumes, Northumbrie, Mercie, Est-Anglie et Wessex, vivaient en constante querelle. Et c'est précisément cette fragmentation qui devint une invitation. Comme une meute de loups sent l'odeur du sang, ainsi les Vikings sentirent l'odeur du pouvoir. Ils savaient, s'ils frappaient vite et de manière coordonnée, ils pourraient anéantir l'ancien ordre. Ainsi commença une expédition sans précédent par son ampleur. Mais derrière cette armée, il n'y avait pas que le désir de vengeance. C'était une tentative de créer un nouveau monde, un empire scandinave sur le sol anglais. Les Vikings l'appelaient Danelaw, la loi des Danois, c'est-à-dire un territoire où leurs coutumes, leur justice et leurs épées faisaient loi. Lorsque leur flotte apparut au large des côtes d'Est-Anglie, le brouillard enveloppait la mer, et sur le rivage, dit-on, même les oiseaux se turent. Des centaines de voiles, noirs de goudron, se dressèrent à l'horizon, comme une volée de corbeaux. Cette image s'est gravée à jamais dans l'esprit des Angles, comme le symbole de la fin d'un monde ancien. Mais qui était à la tête de cette armée? Comment gérait-on une telle masse d'hommes venus de dizaines de tribus et de terres différentes? Et surtout, que se passait-il à l'intérieur de ces camps, où se mêlaient les langues, les serments et les odeurs de guerre? Les cendres des feux n'avaient pas encore refroidi que déjà les étendards vikings se dressaient sur les rives d'Est-Anglie. Les chroniques décrivent « À l'automne de l'an 866, la mer a déversé sur le rivage non pas seulement une armée, mais une nation entière de guerriers. Des centaines de navires se tenaient en ligne, chacun, tel une forteresse de bois et de fer. Le vent de tempête faisait flotter les voiles rayées, et il semblait que la nature elle-même s'inclinait devant cette invasion. Mais comment une telle force a-t-elle pu être rassemblée alors que le Nord était alors divisé en des dizaines de petits royaumes? La réponse se cache dans un concept qui, en vieux norrois, était appelé « feuding », une alliance de chefs pour une expédition commune. Le feuding était plus qu'un accord, c'était un serment scellé par le sang. Chaque konung amenait sous les étendards d'Ivar et de Halfdan non seulement des guerriers, mais aussi la foi et l'honneur de son clan. Dans les plaines du Danemark et sur les côtes de Norvège, les forgerons travaillaient sans relâche, forgeant épées, boucliers et haches. Un navire était construit en 3 mois. Des planches de chêne, fixées par des rivets de fer, étaient enduites de goudron pour survivre aux tempêtes. Les archéologues ont trouvé dans les vestiges de chantiers navals près de Roskilde des traces d'ateliers où des dizaines de dracars pouvaient être construits simultanément. L'ampleur était colossale.
Comme si aujourd'hui des dizaines de milliers de soldats de différentes armées s'unissaient pour une seule expédition. À l'intérieur des camps, la vie bouillonnait. Des centaines de feux, l'odeur de viande fumée, le cliquetis des marteaux et les chants d'escalde. Ici, sous le roulement des tambours, les destins se décidaient. Chaque guerrier savait. Ce qui l'attendait n'était pas seulement une bataille, mais une épreuve qui graverait à jamais son nom dans les sagas. Les haches étaient affûtées jusqu'à un éclat miroir. Des runes étaient gravées sur les hampes des lances. Les Vikings croyaient que ces symboles conféraient de la force au combat. Le terme décrivant un tel camp de combat était « vik », une fortification temporaire près de l'eau. De ce mot est ensuite dérivé le terme même de viking. Le vik, ce n'était pas seulement un lieu de repos, c'était un espace rituel où le nordique se préparait à mourir dignement. Un cercle de boucliers, des tentes faites de voiles, des tours de guet en bois. Tout était ordonné, comme chez les fourmis, mais à la place du sable, des os et du fer. Les historiens notent qu'au moment du départ de Scandinavie, l'armée pouvait compter jusqu'à 20 000 hommes. Pour l'époque, un nombre impensable. Ils n'avançaient pas à l'aveuglette. Des éclaireurs avaient débarqué en Angleterre au préalable, étudiant les gués, les routes et l'emplacement des monastères. Ces éclaireurs étaient appelés les scoutis, des hommes qui se déplaçaient en avant, comme des ombres. Leur tâche était de trouver un point faible. Et ils l'ont trouvé. L'Est Anglie était peu défendu. Son roi Edmond n'avait ni armée puissante, ni alliés. Lorsque le premier contingent débarqua à l'embouchure de la rivière Yaré, les Anglo-Saxons ne crurent pas à la réalité de ce qui se passait. Ils arrivèrent comme une tempête, et la terre trembla au son de leurs boucliers, est-il consigné dans la chronique. Ce n'était pas une simple attaque, c'était une démonstration de force. Des dizaines de navires formèrent un demi-cercle près du rivage, tels les mâchoires d'une bête. Sur les mâts, des têtes de loup. Sur les boucliers, des crânes d'ennemis des expéditions précédentes. Tout autour hurlait l'horreur à venir. Mais les Vikings avaient un objectif bien plus profond que le pillage. Ils portaient en eux l'idée d'un nouvel ordre, un monde où leurs lois, leur langue et leurs dieux pourraient coexister avec les peuples conquis. C'est en ces jours que naquit l'idée de créer des établissements permanents. Les découvertes archéologiques à Ravensworth et York le confirment. Peu après le débarquement, les premières maisons de type scandinave firent leur apparition. Longues, allongées, avec un foyer au centre. Et pourtant, la discipline dans le camp reposait sur la peur et la loyauté personnelle. Les guerriers étaient divisés en groupes de 10, dirigés par des combattants expérimentés, appelés drengi. Ce mot désignait les « hommes d'honneur », l'élite de l'armée. Être un drengi, c'était marcher en première ligne, là où volaient les flèches. Il constituait l'ossature sur laquelle reposait l'armée. La nuit, le camp plongeait dans le silence. Seule la mer murmurait qu'un grand périple attendait, où se mêleraient le sang, la foi et le destin. Ivar le désossé, assis près du feu, traçait une carte avec un bâton sur le sable. Nul ne savait que son esprit était plus froid que le vent du nord. Il ne pouvait marcher, mais il dirigeait l'armée comme un joueur d'échecs dirige son échiquier. Sa faiblesse devint une force, et son nom, une terreur pour toute l'Angleterre. Et lorsque les premiers rayons du soleil illuminèrent la mer, des centaines de navires levèrent l'ancre. À cet instant, dit-on, l'air résonna du cri de milliers de guerriers. Leurs voiles se gonflèrent du vent, et l'ombre de la grande armée païenne se posa sur les rivages d'Albion. Et avec cette ombre, il n'était plus possible de transiger. Elle n'apportait pas seulement la guerre, elle apportait la fin d'une ère. Le brouillard sur la rivière Humber se dissipait lentement, tel le souffle d'une bête. De lui émergeaient les sombres silhouettes des navires. Et bientôt, au-dessus de l'eau, un sourd grondement se fit entendre, le son de centaines de corps, annonçant le début de l'invasion. Les chroniques rapportent. À l'automne de l'an 866, l'armée d'Ivar le Désossé se dirigea vers le nord, vers les terres de Northumbrie. Cette expédition fut le premier coup porté par la grande armée païenne au cœur de l'Angleterre anglo-saxonne. La Northumbrie était fragmentée et une lutte pour le pouvoir opposait ses rois Ella et Osbert. Ivar comprit qu'il était possible d'écraser l'ennemi tant qu'il se battait contre lui-même.
Les Vikings avancèrent le long de la rivière, à travers les marais et les collines, laissant derrière eux des villages incendiés. Chaque pas de leur armée était planifié. La tactique qu'ils employaient s'appelait le Svinfylking, le cochon, une formation en coin dense dirigée droit au cœur de l'ennemi. En tête marchaient les meilleurs, les Drengi, suivis des guerriers du second rang, et les lanciers fermaient la marche. Ce coin vivant brisait les défenses comme une canine de fer. Les contemporains écrivaient que voir l'attaque du Svinfylking était comme regarder la mer s'abattre sur la terre. À l'aube, ils approchèrent de York, une ville ancienne, alors appelée Eoforwick. Ces murs de bois, érigés à la hâte, ne pouvaient arrêter l'assaut de 500 navires remplis de guerriers. Les annales racontent, le jour de la bataille, le ciel était gris, le vent de la mer poussait la pluie, et les boucliers des Vikings scintillaient comme les écailles d'un serpent. Des feux de signalisation brûlaient sur les tours, mais aucune aide ne vint. Ella et Osbert, oubliant leur querelle, se hâtèrent d'unir leurs troupes. Trop tard. Ivar se tenait sur un chariot au bord de la colline, donnant des ordres. Il ne bougeait pas, mais sa voix était comme de l'acier. Il commandait avec sang-froid, avec calcul, comme s'il jouait à un jeu de Dieu. Plus tard, les chroniqueurs écriront « Il ne connaissait pas la peur, car ses os étaient déjà morts ». Son surnom, le désossé, devint le symbole d'une volonté inhumaine. Peut-être souffrait-il d'une maladie qui rendait son corps faible, mais son esprit impitoyable. L'assaut dura plusieurs heures. Les Vikings forcèrent les portes, firent irruption dans la ville et la livrèrent aux flammes. Les chroniques affirment que York tomba en novembre 867. Ella et Osbert périrent. Ivar ordonna d'enterrer leurs corps selon la coutume des Nordiques, sans honneur, comme une prise de guerre. Ainsi se vengea-t-il de Ragnar. Mais la tradition la plus macabre raconte, sur Ella fut exécuté l'aigle de sang, un ancien rite sacrificiel où le dos de l'ennemi était ouvert, exposant les côtes comme des ailes. Les historiens débattent si ce rituel fut réel ou seulement un acte symbolique, mais l'idée même suscitait l'horreur chez tous ceux qui en entendaient parler. L'armée d'Ivar ne resta pas à York, ils fortifièrent la ville, la transformant en base. Les archéologues ont trouvé des traces d'anciennes fortifications, un fossé, des murs, des vestiges de forges et d'entrepôts. Ce fut le premier grand centre de pouvoir viking sur le sol britannique. La ville reçut un nouveau nom, Jorvik. Ici, pour la première fois, la loi du Nord entra en vigueur, le Danelaw, où la justice était rendue selon les coutumes des Danois. Le terme Danelaw désignait une zone où la loi viking était en vigueur, différente de la loi anglo-saxonne. Ici, le juge était appelé lagman, littéralement homme de loi. Il réglait les litiges de mémoire, sans codes écrits, en se fiant au serment des témoins. Cela révélait une caractéristique particulière de la société nordique, la foi en la parole donnée devant tous. Et maintenant, cette parole était devenue loi sur une terre étrangère. Après la chute de York, l'armée se divisa. Une partie resta pour tenir le nord, l'autre se dirigea plus au sud, vers les terres de Mercise. Au printemps de l'an 868, ils reprirent leur marche, cette fois sous le commandement des frères Halfdan et Guthrum. Les historiens notent que la discipline de cette armée frappait les contemporains. Chaque contingent avait son propre signe, son propre corps, ses propres signaux. Quand l'armée se rassemblait, il y avait un tel brouhaha que la terre elle-même semblait chanter un chant de guerre. Les anglo-saxons tentèrent de résister, mais leurs armées étaient petites et fragmentées. Un seul royaume, le Wessex, conservait une force interne. Son roi, le jeune Alfred, ne savait pas encore qu'il allait bientôt devenir le dernier rempart entre l'Angleterre et la mer du Nord. Jorvik devint la capitale du nouveau pouvoir. Dans ses rues résonnait un mélange de langues, scandinave, latin, vieil anglais. Les marchands vendaient des fourrures, des épées, de l'ambre et des esclaves. La grande armée païenne, qui avait commencé comme une expédition punitive, se transformait progressivement en la base d'un nouvel État. Mais en son sein, la discorde commençait déjà à mûrir. Ivar disparut des chroniques, comme un ombre se dissolvant dans le brouillard, laissant à ses frères le pouvoir et le fardeau. Du nord, les Vikings n'apportèrent pas seulement des épées, ils apportèrent un ordre, bâti sur la peur et l'honneur,
Mais cet ordre était fragile. À chaque nouvelle expédition, l'armée s'éloignait de plus en plus de la mer, perdant le lien avec sa patrie et ses dieux. Et là où résonnait auparavant le rugissement de la victoire, une nouvelle force devait bientôt apparaître. La force de ceux qui décidèrent que la terre pouvait être défendue non par le sang, mais par la volonté. L'année 871 entra dans les chroniques comme l'année des 9 batailles. La terre du Wessex gémissait sous les coups des Nordiques. La grande armée païenne avançait comme une avalanche, ville après ville, monastère après monastère. Les chroniques écrivent « Ils vinrent comme une tempête hivernale et ne connaissaient pas la fatigue. » Mais pour la première fois, ils furent confrontés à un homme d'une détermination égale. Alfred, le jeune frère du roi défunt Ethelred. Il n'avait pas plus de 30 ans, mais comprenait déjà, si le Wessex tombait, toute l'Angleterre tomberait. À ce moment-là, l'armée viking comptait, selon diverses estimations, jusqu'à 25 000 hommes. Leur camp près de Wedding était plus grand que n'importe quelle ville du sud. Ici, la vie bouillonnait, des épées étaient forgées, des navires réparés, des trophées partagés. Mais avec la richesse venait aussi la fatigue. L'armée, habituée à vaincre, se heurta à un ennemi qui ne s'engageait pas en bataille ouverte, mais frappait depuis le brouillard, reculait, attiré dans les marais. La tactique, que l'on nommerait plus tard « guerre d'usure », Alfred l'appliquait avec une froide calculatrice. Il savait que les Vikings dépendaient de leur base de ravitaillement, des fermes et du bétail qu'ils prenaient au peuple conquis. C'est pourquoi il brûlait les villages, laissant derrière lui des terres vides. Ce n'était pas une lutte pour le territoire, mais pour le temps. Du temps pour rassembler ses forces. Alfred créa un système de burhs, des établissements fortifiés, reliés par des routes. Un burh, ce n'était pas seulement une forteresse, mais un bastion de survie. Dans chaque burh, il y avait du grain, de l'eau et des armes, et chacun pouvait soutenir un siège. Les Vikings se trouvèrent pour la première fois face à un adversaire qui savait compter, attendre et ne pas perdre la foi. Ils gagnaient des batailles, mais pas la guerre. En janvier 871, le premier affrontement eut lieu près de Reading. Les Nordiques repoussèrent l'attaque d'Alfred, mais il riposta bientôt près d'Ashdown. La bataille dura toute la journée, et les chroniques la décrivent comme un combat où la terre se transforma en une mer de boue et de sang. Les boucliers se brisaient, les épées se tordaient, mais les angles tenaient bon. Ce jour-là, Alfred montra que l'ennemi était mortel. Le terme décrivant la formation du Wessex était la muraille de bouclier, une ligne dense de guerriers où le bouclier protégeait l'épaule du voisin. C'était un bastion vivant. Les Vikings respectaient cette formation. Elle exigeait non pas la force, mais l'unité. Quand la muraille de bouclier résistait à l'assaut du Svinfylking, le combat corps à corps commençait, où la volonté et non l'arme étaient décisives. Les archéologues ont trouvé dans la région d'Ashdown des pointes de flèches et des fragments de haches, preuve que la bataille fut désespérée. Alfred reculait et se reformait, tel le souffle de la forêt. Quant aux Vikings, ils commençaient à perdre leur cohésion interne. Après la mort d'Ivar, sa place fut prise par Guthrum, un guerrier pragmatico mais dépourvu du charisme de son frère. Il préférait les négociations, si celles-ci menaient à un avantage. Mais l'armée, trempée dans le sang, ne savait pas vivre sans combat. Chaque chef voulait la gloire, l'or, des terres. L'alliance, scellée par la vengeance, reposait désormais sur l'avidité. Au printemps 873, Guthrum mena de nouveau ses troupes contre Alfred. Ils assiégèrent Chippenham, la cour hivernale du roi. L'attaque fut soudaine. Selon les chroniques, les Nordiques attaquèrent dans la nuit du 12 janvier, alors que les Anglo-Saxons célébraient l'Épiphanie. Tout fut incendié. Alfred, avec une petite troupe, s'enfuit dans les marais du Somerset. Ainsi commença sa légende. La boue, le froid, la faim, voilà ses alliés. Le roi, devenu exilé, rassemblait les restes de son armée, se cachant dans les marais. Plus tard, les chroniqueurs écriront « Il se nourrissait de poissons et d'espoir ». Pendant ce temps, la grande armée célébrait sa victoire. Il pensait que l'Angleterre était définitivement brisée, mais c'est précisément dans les marais qu'un nouvel ordre naissait. Alfred créa une milice composée de paysans et de guerriers, endurcis par les souffrances. Il leur apprit à frapper soudainement, à disparaître avant l'aube. Son camp devint une entité vivante, surgissant du brouillard quand les Nordiques s'y attendaient le moins.
Les archéologues ont trouvé dans le Somerset les vestiges de camps de cette époque, des fosses de stockage de nourriture, des pointes de lances, des restes de bateaux. Tout indique que cette armée des marais a réellement existé. Les historiens appellent cette période le passage de la survie à la Renaissance. Alfred transforma la défaite en arme. À l'été 872, Guthrum commença à ressentir la pression. Son armée était dispersée, le ravitaillement faiblissait, et les habitants locaux se soulevaient. Les Vikings firent face pour la première fois à un ennemi qui ne se rendait pas après la défaite. Ils pouvaient détruire des villes, mais ils ne purent détruire l'esprit. La grande armée païenne, autrefois invincible, était désormais un lourd fardeau pour ses propres chefs. Elle n'appartenait à personne, trop grande pour être gérée et trop fragmentée pour être une lame unique. Et sur cette armée, la question résonnait de plus en plus souvent. Les dieux se seraient-ils détournés? Car là où résonnait encore récemment le fracas des victoires, on n'entendait plus que le souffle des marais et le tintement de l'acier, annonçant un nouveau matin. Au printemps 878, les marais du Somerset se remplirent de fumée. Alfred le Grand, rassemblant autour de lui les restes de son armée et une milice de paysans, se préparait à porter un coup qui allait changer le cours de l'histoire. Cette année durant, la grande armée païenne avait régné en maître en Angleterre, et l'heure de la vengeance avait sonné. Les Nordiques, confiants dans leur victoire, avaient dispersé leurs forces à travers le pays, laissant d'importantes garnisons à York, Londres, Gloucester et Chippenham. Mais cette confiance même fut leur perte. Les chroniques racontent qu'au printemps, Alfred rassembla son armée à Egdon, un lieu où, selon la tradition, chaque homme jurait de ne pas reculer. Alors, il n'aligna sur le champ pas plus de 5000 hommes, mais c'étaient des hommes endurcis par les privations. Face à eux se tenaient jusqu'à 15 000 guerriers de Guthrum, expérimentés, armés et confiants. Les Vikings rirent en apprenant que le roi exilé marchait contre eux avec une armée de paysans, mais quelques semaines plus tard, ils n'avaient plus le cœur à rire. La bataille décisive eut lieu à Edington. L'emplacement exact n'est pas déterminé, mais les archéologues ont trouvé dans cette région des pointes de lance et des restes de boucliers calcinés, traces d'une grande bataille. La veille du combat, Alfred ordonna à ses hommes de fortifier leur position et de construire une muraille de boucliers. 3 rangées de boucliers, chacun comme une pierre dans une maçonnerie dense. Les Vikings formèrent leur Svinfylking, une formation en coin avec laquelle ils avaient remporté des dizaines de batailles. Au matin, le brouillard s'étendit sur le champ, et dans son voile gris, 2 mondes se heurtèrent. Les témoins écrivirent que le combat dura toute la journée. Les Vikings frappaient avec leurs boucliers, brisant les rangs, mais les Anglo-Saxons tenaient bon, comme les racines d'un chêne. Puis Alfred donna le signal, et la première ligne s'ouvrit. À travers la brèche, les lanciers frappèrent. Ce fut le moment décisif. « Ils chancelèrent », écrivit le chroniqueur, et pour la première fois en 7 ans, les yeux des Nordiques virent la peur. Lorsque le soleil se coucha, la grande armée était vaincue. Guthrum et ses guerriers se retirèrent dans leur camp fortifié, mais capitulèrent le lendemain matin. Le terme décrivant ce moment dans les chroniques est « grind », le broyage. Ce mot traduisait l'essence de la bataille. 2 mondes, serrés dans un même tourbillon, se broyaient mutuellement jusqu'à ce qu'il ne reste que le silence. Alfred fit preuve de ce que les Vikings appelaient le Drengild, la miséricorde du vainqueur. Il ne massacra pas les prisonniers, mais offrit à Guthrum un choix, se faire baptiser et continuer à régner sur les terres de l'Est sous la couronne anglaise. Guthrum accepta. Il fut baptisé sous le nom d'Ethelstan, et un traité fut bientôt conclu, connu sous le nom de paix de Wedmore. Cette paix ne fut pas une simple trêve, mais un nouvel ordre. Selon les termes du traité, l'Angleterre fut divisée. L'Ouest resta à Alfred, l'Est aux Danois. Ainsi naquit la frontière, connue sous le nom de ligne du Danelaw. Tout ce qui se trouvait au nord-est de la Tamise devint la propriété des Scandinaves. C'était la reconnaissance que la grande armée païenne n'avait pas conquis l'Angleterre, mais l'avait changée à jamais. Les découvertes archéologiques le confirment. Après le traité, les Nordiques commencèrent à s'installer paisiblement sur les terres.
Dans les fouilles de York et Nottingham, on a trouvé des amulettes de Thor à côté de croix, des épées scandinaves à côté de boucles anglo-saxonnes. Deux mondes, longtemps opposés par l'épée, commencèrent à fusionner. Les historiens appellent cela le début de la double culture, un mélange de coutumes, de langues, d'architecture. Mais tous n'acceptèrent pas la paix. Une partie des guerriers, en particulier les jeunes jarls, estimaient que Guthrum avait trahi les dieux. Ils quittèrent l'Angleterre, se dirigeant vers l'Irlande et la France. Là, la grande armée païenne se divisa définitivement. Une partie s'installa à Dublin, fondant le premier royaume scandinave d'Irlande. Une autre partie périt dans des escarmouches sans fin. Ainsi l'armée, autrefois unie, se dissipa, tel le brouillard sur la mer. Le terme qui décrit le mieux cette désintégration est sig, le destin. Pour le nordique, le destin n'était pas une punition, c'était un chemin dont on ne pouvait dévier. La grande armée païenne a parcouru son chemin jusqu'au bout. Elle apporta la destruction, mais aussi une nouvelle ère. Après Wedmore, la reconstruction commença. Les villes furent fortifiées, le commerce reprit vie, les monastères renaquirent. L'Angleterre, des ruines, se relevait nouvelle, non plus purement anglo-saxonne, mais anglo-scandinave. Quand les chroniques écrivaient que les Vikings avaient disparu des rives du Wessex, ce n'était pas une disparition, mais une transformation. Ceux qui étaient venus avec l'épée restèrent avec la charrue. Leurs descendants vécurent ici pendant des siècles. Leurs mots entrèrent dans la langue, leurs lois dans les traditions judiciaires. Mais le souvenir de la grande armée païenne vécut plus longtemps que ces épées. Et quand la nuit le brouillard se lève sur les côtes d'Angleterre, les anciens disaient entendre, loin en mer, les corps retentirent, écho de ce matin où 500 navires apparurent pour la première fois à l'horizon. On dit que la mer se souvient de tout, et quand les vagues se brisent contre les rochers de York, elle murmure les noms de ceux qui vinrent ici sous des voiles noirs. La grande armée païenne n'a pas disparu, elle s'est dissoute dans l'Angleterre elle-même. De ses cendres naquit un nouveau peuple, où le sang des Nordiques se mêla au sang des Angles. Leurs épées se transformèrent en sillons, leurs navires en maisons, leurs dieux en légendes. Les historiens estiment que c'est précisément après ces années que l'Angleterre se perçut pour la première fois comme une terre unie. Alfred le Grand créa un système de lois, s'appuyant sur le souvenir de ses ennemis. Il adopta des Vikings la discipline, l'organisation, le système de fortification. Même le mot « flotte » entra dans le langage anglo-saxon depuis la langue de ceux que l'on craignait autrefois. Les découvertes archéologiques, des bijoux scandinaves dans des tombes anglaises, des symboles runiques sur des croix, confirment que les frontières entre les peuples s'étaient estompées. Mais la trace principale ne demeura pas dans la terre, mais dans la mémoire humaine. La grande armée païenne devint une leçon. La force ne réside pas dans la destruction, elle réside dans la capacité à se relever après elle. Leurs épées rouillent, mais leur détermination trouble encore la mer. Et maintenant, quand tu entends le bruit du ressac, demande-toi, si 500 navires apparaissaient de nouveau à l'horizon, trouverais-tu en toi autant de volonté que celle de ceux qui marchèrent à la mort pour leur destin ?